La réserve du Masai Mara, au Kenya. L'un des lieux emblématiques de la vie sauvage, avec ses hôtes de toujours, les herbivores en perpétuel mouvement et les carnassiers en embuscade. Cette image de la savane africaine s'impose comme une évidence. Pourtant, les scènes qui vont suivre nous montreront que l'existence de tous ces animaux ne se résume pas à la simple alternative manger ou éviter d'être mangé. Le jour se lève sur le Masai Mara, une savane arbustive qui s'étend sur 1500 km², près de la frontière de la Tanzanie. La réserve doit sa renommée à l'impressionnante migration des gnous, qui fuient chaque année la sécheresse des plaines tanzaniennes. Au devant de la scène, une troupe de lions conduite par ce couple. Tout autour, les voisins qu'ils côtoient le plus fréquemment, zèbres, gnous, éléphants, impala, girafes. Les amours de ces deux lions constituent à eux seuls une pièce en plusieurs actes. Le mâle a tout pour lui. Une magnifique crinière, un port altier, des yeux de velours dont il dévore sa partenaire. Mais elle se fait prier. C'est son rôle. Et celui du mâle est pour l'instant de la suivre comme son ombre. Les chaleurs de la lionne durent 4 à 6 jours, avec au moins 24 heures de prémices, approche prudente, présence assidue mais discrète. D'ici à ce qu'elle consente, le mâle devra faire preuve d'une patience héroïque. Pourquoi tant d'herbivores dans le Masai Mara? Parce que nous sommes en février, période où cette savane offre une herbe fraîche, riche en protéines. De jeunes pousses surgit 2 à 3 semaines après les pluies. Pour s'en repaître, les gnous sont prêts à parcourir 700 km depuis les plaines du Serengeti au sud. Les zèbres font le voyage eux aussi, en bonne compagnie avec les gnous. Comme il se doit, les lions prennent leur tribut sur ces troupeaux, ou plutôt les lionnes, puisque ce sont elles qui chassent. Entre les lionnes, il n'y a pas de préséance. Chacune dévore autant qu'elle peut. Les lionceaux, qui ont encore leurs dents de lait, ne peuvent pas mordre dans la chair comme les grands. Si on les a conviés au festin, c'est pour éviter de les laisser seuls, sans surveillance. Et aussi pour les familiariser avec l'odeur du sang, éveiller leur instinct de chasseur.
Celle-ci est la plus experte de la troupe. C'est elle qui dirige les opérations lors des chasses collectives. Une fois rassasiée, elle surveille les alentours. Une aussi belle prise pourrait attirer une troupe rivale. Et alors, gare aux petits. Marcher des jours, des semaines pour trouver les bonnes plantes, c'est le lot de tous les herbivores du Masai Mara. Les éléphants choisissent de se déplacer au petit matin pour éviter les grosses chaleurs. Quel ennui, ces longues traversées pour des adolescents toujours prêts à jouer. C'est la matriarche, une éléphante âgée et expérimentée qui prend systématiquement la tête du cortège. Elle connaît par cœur tous les chemins à emprunter pour parvenir aux sites les plus abondants en nourriture. Elle tolère de loin en loin une récréation. Les jeunes en ont besoin pour s'exercer aux grandes bagarres de l'âge adulte. Mais lorsqu'elle estime qu'il est temps de repartir, personne ne s'attarde. Enfin, presque personne. Cet éléphanteau n'arrivait pas à sortir de sa sieste et il a fallu le secouer un peu. Un étalon pour plusieurs juments qui lui restent fidèles toute leur vie. Les petits harems que forment les zèbres de Burchell vivent plutôt harmonieusement, avec juste les querelles d'usage. Du moins, tant que ces différentes familles peuvent s'isoler les unes des autres. Mais à l'époque des migrations, surtout si elles coïncident avec celle des amours, la promiscuité génère de violentes rivalités entre les adultes. Les poulains s'entraînent le plus tôt possible à ces joutes équestres, pour pouvoir défier un jour le chef d'un harem et échapper, le cas échéant, aux griffes ennemies. Une ruade bien placée peut tuer une lionne. Quand on a la tête perchée à plus de 5 mètres du sol, on repère facilement les dangereux carnivores. C'est l'un des avantages de cette morphologie insolite. L'autre étant de pouvoir atteindre les sommets des arbres inaccessibles aux herbivores lambda. Ces deux girafes de l'espèce Maasai sont des mâles, des rivaux essayant par de curieux balancements de s'intimider l'un l'autre. Aucun des deux ne voulant abandonner, il va falloir en venir au coup. Dire qu'avec ces mêmes gestes, en plus lents et plus doux, un couple de girafes peut se faire la cour. Les girafes Maasai vivent en petites troupes sous la coupe d'un seul mâle. Le but de ces duels, aussi violents soient-ils, n'est pas de blesser l'adversaire, mais d'établir qui est le plus fort, qui pourra prétendre à la place de chef le jour venu.
À longueur de journée, les troupes qui comptent parfois jusqu'à 30 ou 40 femelles et jeunes se déplacent pour chercher de la nourriture. Leur plante préférée, l'acacia, qui à lui seul leur apporte toutes les vitamines voulues. L'acacia est hérissée d'épines, mais peu importe. Les girafes ont la bouche totalement insensible et la langue assez souple pour détacher les feuilles sans s'égratigner. Ces cornes joliment annelées font la fierté des mâles impala. Elles peuvent mesurer jusqu'à 80 cm et ont un pouvoir de séduction qui ne laisse aucune femelle indifférente. Pourquoi? Parce que la taille de cet attribut révèle la valeur de celui qui le porte et que ces dames veulent avoir affaire au meilleur géniteur. À la saison des amours, le mâle dominant s'approprie un vaste territoire. Les femelles qui traversent son fief sont à lui et il repousse quiconque essaie de les approcher. Une tâche exténuante, surtout que ces harems de 100 femelles ou plus attirent de nombreux prétendants fortement motivés. Le soleil est de plus en plus chaud. La matriarche a su conduire sa troupe près d'une zone ombragée où poussent les meilleures graminées de la saison. Ces moments de convivialité incitent à échanger. Les éléphants ont une façon très touchante de se saluer ou de se déclarer leur affection mutuelle. Quel extraordinaire outil que cette trompe! Plus de 100 000 muscles, une fonction préhensile, une souplesse très commode et suffisamment sensible en plus de cela pour exprimer des sentiments. Lors de ces pauses, les éléphanteaux restent constamment sous bonne garde. Ceux qui ne sont pas encore en âge de brouter en profitent pour s'offrir une petite tétée. Ils y ont droit jusqu'à 3 ou 4 ans. L'autonomie commence bien plus tôt pour les petits impalas. Ils ne sont allaités que pendant 5 mois, après quoi ils doivent brouter comme les adultes et surtout être capables de suivre le mouvement du troupeau. Par contre, pour avoir un territoire à eux, les jeunes patienteront jusqu'à l'âge de 4 ans. Ce temps d'attente se passe au sein de la harde.
Une fille de la matriarche vient de mettre au monde son petit. Il est déjà debout, mais bien chancelant encore. Et pendant un assez long moment, la mère et l'éléphante restés pour l'assister vont l'encourager à tenir sur ses pattes pour aller téter. C'est presque gagné. Qu'il tète goulûment et il aura trouvé la force de vivre. Il grandira entouré de sa mère et de ses auxiliaires d'éducation. Tante, marraine, grande sœur. La doyenne de la troupe se charge instinctivement d'entretenir et de transmettre la mémoire collective de la famille. Elle sait où trouver les meilleures étendues d'herbe, aussi bien que les points d'eau. Et à la mi-journée, rien à faire. Il faut boire. Ce ne sont pas 3 hippopotames somnolents qui vont les empêcher de se désaltérer. « 60 litres d'eau par jour, c'est le minimum pour assouvir sa soif. Et dans l'eau de marigots comme celui-ci, il y a également des sels minéraux que les éléphants ne trouvent nulle part ailleurs. Les mares sont non seulement des abreuvoirs, mais aussi des points fixes où les mâles solitaires peuvent reprendre contact avec la troupe pour éventuellement s'accoupler avec des femelles. Cette mare ne leur a servi qu'à se désaltérer. Avec toutes ces lentilles, elle ne se prête pas tellement au bain. Le bain est indispensable pour éliminer les poux qui s'incrustent dans les replis de la peau. Bain classique dans l'eau, bain debout, tout aussi radical pour asphyxier les parasites, ou encore une douche de gadou.
s'asperger de poussière. Autre technique pour se débarrasser des bestioles qui vous harcèlent. Pour les soins d'hygiène, les buffles s'en remettent à un nettoyeur professionnel, le pique-bœuf, ravi de trouver de la nourriture à si bon compte. Une sentinelle dans un drôle d'uniforme. Le jabiru du Sénégal, cousin des cigognes. Trouver de quoi boire est une obsession quotidienne pour toutes les espèces de la savane. Chez les zèbres, un étalon est plus sûr de séduire des femelles s'il choisit un territoire près d'un point d'eau. Seulement, du fait même qu'il attire tant d'animaux, un point d'eau est à la fois source de vie et menace de mort. Car souvent les prédateurs sont embusqués non loin. Se rassembler, faire bloc, c'est la meilleure des défenses. Surtout ne jamais s'isoler du troupeau, les chasseurs n'attendent que cela. Pour une fois, les zèbres se sont affolés inutilement. Les lions venaient juste se désaltérer. La proie qui s'agite tout près, c'est le hasard qui vient de la mettre à leur merci. Le jeune mâle aussi a du mal à se dépêtrer de la vase. Mais hélas, moins que le zèbre lourdement handicapé par son poids. Il aurait besoin d'aide pour la mise à mort, mais les autres semblent hésiter à s'engager dans le bourbier. Certains préfèrent chahuter pour l'instant. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour ces jeux insouciants. À 3 ans, ils seront expulsés de la troupe, priés de se débrouiller seuls et de trouver ailleurs un groupe de femelles à séduire. Lorsqu'ils simulent des combats et se chamaillent, ces adolescents préparent leur vie future de mâles dominants et de chasseurs. Ces entraînements développent la force physique et la réactivité. Quand la troupe est occupée ailleurs,
une lionne se charge de garder les lionceaux. C'est une des règles de leur système communautaire, ne jamais laisser un petit seul. Qu'ils soient les siens ou ceux d'une autre, la lionne les allaite sans aucune discrimination. Chaque femelle de la tribu est à la fois mère, nourrice et marraine. Pourquoi faut-il éviter à tout prix de laisser les lionceaux livrés à eux-mêmes? Par crainte des hyènes, qui peuvent rôder dans la savane, mais aussi à cause des lions eux-mêmes. La babysitter est sur ses gardes. Elle sait bien que les jeunes mâles célibataires qui errent en quête d'une troupe à conquérir sont parfois affamés, hargneux, donc dangereux. Même lorsqu'il a déjà une ou plusieurs partenaires attitrés, les choses ne sont pas faciles pour un mâle. Le nôtre en est toujours aux manœuvres d'approche. Toutefois, il a bien avancé et peut espérer arriver à ses fins d'un moment à l'autre. Le premier des quelques 200 accouplements qui auront lieu pendant leur idylle. Désormais, il y en aura un tous les quarts d'heure environ. Autour d'une proie, les lionnes n'ont pas la même patience que pendant les longues siestes, les heures où il fait trop chaud pour remuer la moindre oreille. Encore que pour les lionceaux, les siestes se transforment immanquablement en bagarres sans fin. À cet âge déjà, jouer n'est pas seulement s'amuser. Avec les galipettes, les culbutes, les courses-poursuites, les lionceaux apprennent à ajuster leur comportement, à contrôler leurs gestes. C'est ainsi qu'ils établissent leur rapport hiérarchique et leur code. Une carcasse de seconde main, celle d'un gnou à demi dévoré déjà par une tablée de lions. Les éboueurs de la savane ont pris leur place. Une fois abandonnée, une charogne est à tout le monde. Les chacals n'ont pas plus de droit sur elle que n'en ont les marabouts. Harcelés par les marabouts, les chacals ont préféré s'en aller, mais non sans emporter un magnifique trophée, la queue du gnou.
L'un d'eux a eu finalement des regrets. Pourquoi avoir délaissé une si belle proie? La mémoire ne tarde pas à lui revenir. C'est bien beau de jouer, mais ça ne remplit pas l'estomac. Et si l'on ne trouve pas de charogne, que reste-t-il? La chasse. Les topis, comme les gnous, savent utiliser cornes et sabots quand il s'agit de défendre leurs petits. S'attaquer seul à 2 fois plus grand que soi, est-ce bien sérieux? Il faudrait, c'est évident, s'y mettre à plusieurs, mais où sont les renforts? Les voici, mais trop tard. Tous les troupeaux sont en alerte. Des gnous, on connaît surtout les immenses cortèges marchant vers leur terre promise. Quand un troupeau interrompt sa progression, c'est pour la bonne cause, l'amour. Les mâles, âgés d'au moins 3 ans, cherchent à rassembler autour d'eux le plus possible de femelles. Pour cela, ils font de grandes cavalcades et jouent à se battre, juste pour attirer leur attention. La frénésie et la nervosité des gnous les poussent parfois à des comportements étranges, comme dans la scène qui va suivre. Un bébé de quelques heures à peine, rudoyé par plusieurs adultes. Veulent-ils l'entraîner à courir, pour lui apprendre qu'il faut toujours être prêt à fuir ou à suivre le troupeau sans trébucher? Ce n'est là qu'une hypothèse. D'instinct, le petit gnou suit sa mère comme son ombre. S'éloigner d'elle, surtout quand le troupeau se met en marche, c'est risquer de la perdre. Et mourir à coup sûr car aucune autre ne la remplacera. Une mère gnou n'accepte jamais de nourrir un autre petit que le sien. Parce qu'il doit se lancer sans délai dans cette vie itinérante, le bébé gnou est le plus précoce de tous les herbivores. Il est debout et en état de marcher 10 minutes après sa naissance. Ensuite, il n'a plus qu'à suivre le grand mouvement collectif qui lui fera parcourir, s'il résiste à tous les aléas, des dizaines de milliers de kilomètres par an.
Tous ceux qui parcourent ces plaines herbeuses, que ce soit les gnous en troupeaux denses ou les taupiers et les zèbres beaucoup moins nombreux, tous, excepté les éléphants, ont à craindre évidemment les grands carnivores. Notre tribu vient régulièrement puiser dans ce réservoir de proies, visant toujours les plus vulnérables, les bébés, les vieux, les infirmes. Sans doute les lionnes ont-elles fait bonne chère il y a peu, car la chasse n'est pas à l'ordre du jour. L'humeur est plutôt câline et espiègle. Les jeunes viennent de trouver un jeu très amusant qui nous rappelle quelque chose. Troisième acte dans le parcours amoureux de nos deux héros. Roméo vient réclamer ou proposer une énième copulation. Le jour décline, il fait moins chaud, le moment que beaucoup attendaient pour aller boire. Autour de la mare des lions, tout semble palpiter au ralenti, comme si la fatigue de la journée se faisait sentir chez toutes les espèces. De ce côté, c'est même le repos complet. Certains, on les comprend, ont cédé à l'épuisement. La nuit va bientôt tomber sur le Masai Mara où évoluent jour après jour les éternels nomades, les chasseurs chevronnés et tant d'autres animaux. Au rythme des saisons, la lutte de chacun pour sa survie maintient ce juste équilibre dont la nature africaine a le secret. Demain, nous gambaderons dans la nature australienne à la rencontre d'un animal bondissant, le kangourou. Mais pour l'heure, cinéma. Un face-à-face entre Jean-Paul Belmondo et Charles Vanel dans L'aîné des fers chauds de Jean-Pierre Melville.